allez bien et que vous êtes en forme, parce qu'on se retrouve pour une vidéo qui va être extraordinairement longue, un update lecture. Et d'ordinaire, dans mes updates lecture, il y a deux catégories qui sont massives et les autres sont ou inexistantes ou très peu fournies. Genre, il y a beaucoup de mangas et beaucoup de romans, ou beaucoup de BD et beaucoup de mangas mais pas beaucoup de romans, vous voyez ce que je veux dire? Et bah là, il y a de tout, beaucoup. Donc cette vidéo va être très longue. J'espère quand même réussir à faire en sorte qu'elle fasse moins d'1 heure, c'est un peu ma limite psychologique maximum. On y va en attaque du coup pour essayer d'optimiser un maximum. Prenez votre tonneau de verveine, préparez-vous, on est parti. Il y a de très bonnes choses, il y en a qui sont nettement moins bonnes. Donc en gros, je vais m'extasier et j'ai aussi beaucoup râlé. Un bilan complet en soi. Commençons donc avec les BD et comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. En tout premier, je tiens à parler de Lore Olympus, j'ai lu le tome 3. J'ai vraiment dû prendre sur moi de ouf pour ne pas enchaîner avec le 4, voire le 5, parce que j'adore, c'est trop bien, mais j'ai pris sur moi et je n'ai lu que le 3. Ceux qui ont vu ma vidéo, c'est comment, c'était pas Smash or Pass, mais c'était Save One Drop One. Il y avait un battle entre Hades et Hercule, et j'avais dit que je nextais, je droppais Hades parce que je le connaissais pas encore assez et qu'il était encore dans une phase où on le découvre, où on sent qu'il va y avoir pas mal de révélations par la suite, etc. C'est toujours le cas, hein, voilà, ça n'a pas changé avec cet opus-là, parce que c'est encore tout un début, ils sont pas encore ensemble, même si là on pourrait le croire, mais non. Et j'adore, franchement j'adore, c'est une réécriture du coup de mythologie grecque. Alors il y a bien sûr des libertés qui sont prises, mais il y a quand même des thématiques qui sont respectées, et j'aime bien redécouvrir les personnages avec ce prisme-là, donc ça me plaît beaucoup, et j'ai trop hâte de lire le 4 qui m'attend. Après, au cas où, il est trouvable gratuitement sur Webtoon, hein. Ils l'ont sorti en format physique, qui d'ailleurs a des couleurs bien moins saturées que dans le webtoon original, ce qui au début me laissait assez dubitative. Au final, je m'y suis attachée comme ça aussi. Mais voilà, si jamais vous voulez découvrir l'histoire de Lore Olympus, il y a le site webtoon qui le publie gratos. Et c'est pas une OP, c'est juste la vérité. Alors là, énorme coup de cœur de la muerte, roman graphique sur Audrey Hepburn, aussitôt reçu, quasiment aussitôt lu, parce que je l'ai reçu le jour où je tournais le book haul, et dès que j'ai tourné le book haul, je l'ai lu. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de transition. Les dessins sont très mignons. Mais ce qui m'a surtout beaucoup conquise, c'est la façon dont a été traitée Audrey Hepburn, à savoir un mélange parfait entre sa carrière d'actrice et son humanité, ce qu'elle a vécu à côté, sans être trop intrusif, et avec des passages assez touchants, qui parlent également de ce qu'elle ressent, de ce en quoi elle croit, des valeurs qu'elle défend, parce qu'elle a été dans beaucoup de causes humanitaires. Donc je recommande très chaudement à ceux qui aiment l'actrice. Dans l'idéal, je pense que si vous ne connaissez pas grand-chose, vous en apprendrez plus, donc ça peut plus vous intéresser. C'est vrai que si vous connaissez sa vie de A à Z, bon, ça me fera un bel hommage, tu vois. On va dire, je pense que si vous êtes très fan de Audrey Hepburn, cet ouvrage vous fera plaisir d'avoir un livre qui la comprend et qui traite sa vie avec respect, dignité et justesse. Donc je recommande à 500%, voilà, j'ai adoré, ça a été une de mes plus belles découvertes, avec, dans le même genre d'ailleurs que j'ai lu hier, Tati, et le film Sans fin. Alors, la différence entre les deux, oh ils sont bleus tous les deux, ah c'est le retour du printemps. La différence c'est que Audrey Hepburn je connaissais quand même un petit peu, Tati je connaissais de nom, hein. Tati donc c'est un réalisateur de films, donc ça fait une transition toute trouvée. Celui-ci honnêtement je l'avais dans ma palle de BD depuis longtemps et j'avais pas le déclic pour le sortir, ça arrive, vous connaissez tous ce symptôme là, hein. Et puis je sais pas, hier c'était l'illumination, je dis vas-y let's go, il me tente, et c'était génial. Je pense que j'avais un peu pas le courage de le sortir parce que j'ai lu d'autres BD ou romans graphiques sur des réalisateurs avant, et souvent j'étais fort larguée, où on avait que des techniques de réal auxquelles je connaissais pas grand chose, ou comprenais pas grand chose, ou alors on avait que des personnalités pas spécialement attachantes. Et là, on a du travail, avec des vraies citations du mec, des vraies façons de voir le cinéma, de vraies façons de voir le travail de manière générale, et aussi sa vie, pas forcément perso, mais en tout cas ses valeurs, parce que typiquement on sait pas qui il fréquente, on sait pas ce qu'il fait, etc. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Vraiment, ça a été, je connais rien à Tati, hein, vraiment, et je connais rien à son cinéma, mais vraiment rien du tout. Là, j'ai envie de voir les films. C'était hyper intéressant, et alors les dessins sont plutôt sympas, mignons, simples, hein, voilà, y a pas de quoi casser un caneton non plus. Casser 3 pattes à un caneton, je voulais dire. Mais ça fait le taf, et il y a surtout une vraie recherche aussi visuelle. C'est pas juste des dessins sympas, on sent que les personnes qui ont bossé sur cet ouvrage avait vraiment à cœur de faire connaître Tati et de mettre en valeur son travail. Et c'est hyper bien fait. Vraiment, un énorme bravo. On n'est pas juste sur un récit biographique. On est sur un récit biographique pensé, réfléchi, avec le cœur et avec des vraies recherches. J'ai adoré. Vraiment, surtout que, encore une fois, je m'attendais à pas grand chose.
juste à découvrir un gars que je connais pas et du coup bah être un peu largué, et bah au final j'ai adoré. Et j'aurais pu noter plusieurs citations d'ailleurs parce que Tati était un homme qui réfléchissait beaucoup et qui disait des choses pas cons du tout. On continue dans les BD, Le Grand Large, toujours bleu d'ailleurs, bah décidément, hein, j'ai lu beaucoup de bleu. C'est une métaphore cette BD, c'est un récit assez onirique, on est sur des enfants. À la base, on est sur cette fille, voilà, sur cette petite fille, adolescente ici, qui en fait se fait mettre sur un bateau par ses parents en mode vas-y, va trace ta vie, tu vois, trace ta route. C'est une métaphore, du coup, quand tu deviens adulte ou jeune adulte, tu montes dans ton bateau et tu dois essayer de traverser l'océan pour atteindre la terre ferme de l'autre côté. Elle fait des rencontres, il y a des embûches. C'est très sympa. C'est pareil, en fait, je l'ai un peu laissé traîner celui-là parce que j'avais peur que ça me plaise pas, j'avais peur que ce soit un peu trop perché pour moi. J'aime bien quand c'est perché, mais faut doser, tu vois. En fait, c'était parfait. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je recommande, c'est un beau récit. Alors, quand même perché, hein, voilà. Cherchez pas du truc littéral, mais c'était intéressant, c'était joli, c'était une belle parenthèse. Et ça fait réfléchir quand même. Ah bah, on quitte les bleus. Je suis leur silence, BD écrite par Jordi Lafèbre, l'auteur de Malgré toi... J'ai peur de ne pas me rappeler du nom exact. Je vous mettrai la fiche de la couverture, voilà, ça sera plus simple. Qui était génial. Celui-ci, je l'ai reçu à Noël de la part de mon beau-frère, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je l'ai noté? Je l'ai pas noté. Pardon, Théo, mais je suis quasiment sûre que c'est Théo. Je suis quasiment sûre. Je l'ai laissé traîner aussi parce que c'est un thriller. Et que moi, les thrillers de base, j'en ai un peu rien à foutre. Mais, alors, un peu rien à foutre. C'est pas le vrai terme, c'est que plutôt ça m'angoisse vite, du coup j'ai tendance à procrastiner de lire des thrillers. Mais je n'aurais pas dû sous-estimer Jordi Lafèbre, parce que c'est un thriller. Mais c'est un thriller overstylé avec une héroïne incroyable. Vraiment, j'ai adoré. Je trouve qu'elle représente la liberté. Genre la liberté, bah, comment dire ça, de penser. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ceux qui ont lu comprendront parce que je veux pas spoiler. Également liberté sexuelle parce que, bah, elle a pas mal d'amants, elle baise assez facilement et je trouve que c'est hyper sympa à lire. Tu vois, le côté, alors pas parce qu'il y a du cul partout, au contraire, hein, on la voit se réveiller à côté, il n'y a pas de scène de sexe. Mais je trouve ça assez cool de lire, bah des femmes qui simplement sont célibes et baissent quand elles veulent mais sans culpabilité, tu vois, juste bah elles sortent, elles ont envie, il y a un mec ou une meuf qui veut, bah allez-y, let's go, tu vois. Je sais pas, je trouve ça cool, j'aime bien, voilà. Donc c'était hyper sympa, l'ambiance en elle-même est bien retranscrite, j'aime beaucoup l'héroïne. Elle fait vraiment 80% du succès de la BD, ce qui est normal en même temps. Et après l'intrigue en elle-même policière, c'est une intrigue policière familiale, à la Cluedo un petit peu... Ça m'a pas... L'intrigue en elle-même m'aurait pas transporté plus que ça, c'est vraiment elle qui a tout pété. Donc je recommande, c'est un bon petit récit tant thriller que... on va dire féministe. J'ai lu Carmen, la petite BD, enfin petite, pas si petite que ça, la BD qui retrace l'histoire, oh du cul, ah tiens, vous voyez comme quoi quand on en parle, qui retrace l'histoire, donc le roman de Prosper Mérimée, oh j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est embêtant avec tout ce qui nous attend, donc la BD qui retrace le roman de Prosper Mérimée, Carmen, j'ai déjà lu le roman, et il est pas simple, hein, alors pas simple, pas en termes de plumes, mais il est pas simple, genre niveau personnage, niveau ce qui s'y passe, c'est quand même vachement dur, je trouve, pour ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, je vais pas spoiler, mais c'est pas un roman léger. Et la BD, eh bah, rend parfaitement hommage au roman. Alors j'avoue que de mon côté, Carmen, je l'imagine quand même un poil moins... comment dire ça? Pas rentre dedans parce qu'elle l'est, mais... attends, je cherche mon mot. Disons qu'en fait, je pense que comme dans la BD, on voit son visage... et bah je la trouve plus agressive que ce que moi j'ai ressenti en lisant le roman. C'est-à-dire que dans le roman, on a affaire à une femme forte, indépendante, qui veut pas se laisser imposer quoi que ce soit, qui décide elle-même les règles de sa vie et comment elle veut qu'elle soit menée. Là, tu vois, elle a des regards qui sont quand même, voilà, tu vois, assez tout le temps dans le calcul en fait. Et alors, je dis pas que la BD dénature le roman. Pour le coup, vraiment pas, parce que bah c'est fidèle et je trouve qu'on comprend quand même Carmen. Mais disons que ça propose une vision. J'encourage, si vous lisez la BD, à quand même lire le roman, parce que vous aurez peut-être une vision un peu différente. De mon côté, Carmen, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et là, je trouve qu'elle est peut-être un peu plus agressive qu'il ne serait nécessaire de le montrer. Mais c'est une vision personnelle, la BD était fort sympathique à lire. Et enfin, dernière BD, j'ai lu Simone, tome 1 et 2. Bam. Alors il va y avoir un tome 3 qui va sortir, je ne sais pas quand, mais j'avais très envie de lire ces deux-là, donc je les ai lus. C'est dur, hein. Oui. J'ai déjà lu une saga de ce genre-là, c'était Irena,
qui était excellente aussi, qui retrace la vie également d'une personne qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Une personne, une femme, en plus, dans les deux cas. Là, c'est un peu la même chose. C'est pas facile du tout à lire, hein. Pouh, oh la vache. Mais c'est important et surtout, c'est extrêmement bien fait. Donc, je recommande à tout âge. Si vous le prenez pour des enfants, c'est tout à fait possible parce que c'est vendu en jeunesse. Pensez quand même à accompagner la lecture de l'enfant pour expliquer, avoir des discussions, etc. Surtout si c'est une première approche. Non, c'est pas top en première approche de camp de concentration, truc comme ça, je pense. C'est peut-être un peu trop cru. Mais il faut en tout cas, je pense, accompagner un lecteur jeune pour vraiment discuter en profondeur des thématiques abordées parce que c'est pas simple du tout. Et je pense que même un grand enfant, je veux dire, je sais pas, 11-12 ans, ça reste des sujets qui plombent et qui, je pense, peuvent être très violents, tu vois, mine de rien. En fait, c'est le genre de BD, je pense que tu lis sans y penser, tu vois, ah ouais, puis après t'en rêves la nuit, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est important d'avoir une vraie discussion par rapport au thème, parce que par exemple, en l'occurrence, Simone, à un moment, elle et sa famille, ils hébergent une gamine. Et la gamine se retrouve à faire des horreurs par rapport à eux, que je ne spoil pas au cas où. Et en fait, je pense que typiquement ça, pour quelqu'un de jeune, bon, déjà vieux ça te choque, mais disons que quand tu connais déjà bien l'histoire, etc., t'as un recul émotionnel plus important quand tu vieillis. Vieux. Non, pas vieux, adulte. Pardon. Mais disons que pour quelqu'un de vraiment jeune, voilà, enfant ou début d'adolescence, ou même adolescence, mais adolescence c'est plus compliqué d'aborder le sujet, puis de toute façon en général ils connaissent déjà, mais je pense que ouais, c'est des thématiques qui peuvent être lourdes, donc qui peuvent nécessiter, ou même qui peuvent créer des moments de dialogue importants, voilà, par rapport à la confiance, par rapport à la trahison, par rapport à la vie en général, à ce qui s'est passé à cette époque, à la politique en général à cette époque, enfin bref, voilà, je pense que ça peut être de superbes supports de discussion pour les plus jeunes et les adultes, pour faire des discussions ouvertes autour de ça. Maintenant, un enfant tout seul, on le laisse pas seul face à des BD de cette thématique. C'est mon avis. Bref, voilà pour les BD. Passons maintenant au manga. Alors, j'ai tenu mon manga par jour, encore une fois en février. Je pense continuer au moins encore en mars. Et il y a un moment où je vais bifurquer pour faire ou une BD ou un manga, ou en tout cas un support court par jour. Quand j'aurai encore baissé ma palle de manga, il m'en reste énormément encore. J'ai l'impression que ça n'a pas baissé. Alors en vrai, ça a baissé, mais comme j'en ai reçu depuis... Ah, mais ça a quand même fort baissé, hein. Donc je vous montre, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a de quoi faire. Après, pour toutes les sagas que j'ai continué voire terminées, je vais pas rentrer dans les détails non plus pour pas vous spoil, ça devrait être relativement rapide. J'ai terminé Cat Street. Oui, c'est une saga intégrale qu'une choupe m'avait envoyée, Camillou. Elle m'avait envoyé les 8 tomes d'un coup et honnêtement au début j'étais en mode « Waouh, 8 tomes !» pour un truc que je sais pas si ça va me plaire. Ça m'a pris du temps, mais j'ai lu les 8 tomes et honnêtement, c'est très mignon. On est sur une saga du coup avec une jeune fille qui commence une carrière d'actrice. Ça tourne mal et elle se déscolarise, elle tombe en dépression et elle se retrouve très isolée pour au final intégrer une école, alors je sais plus les termes, vous savez c'est des écoles où les enfants vont quand ils veulent à leur rythme et elle se fait des amis et elle évolue par rapport à son état. C'est une très jolie saga. J'avais un petit peu peur au milieu que ça parte vers quelque chose d'un peu too much parce que ça a rajouté du drama qui avait pas forcément lieu d'être. Et j'ai vu d'ailleurs sur les commentaires livradiques que les gens pensaient pas mal comme moi. Et au final, à la fin, ça retrouve son côté mignon et hyper doux. Et je pense que c'est vraiment une saga qui est chouette à lire, tu vois, qui fait du bien, c'est un peu un câlin, c'est très sympa. Après, elle est un peu vieille, donc moi, les vieilles sagas, j'avoue que, grâce à vous, j'en lis de plus en plus, hein, cela dit. Attends, j'en lis, hein. Mais de base, c'est un shoujo et c'est des vieux dessins, c'était pas réuni pour que ça me plaise, et bah au final, j'ai grave kiffé, j'ai lu les 8 tomes, j'ai lu une saga, j'ai terminé une saga supplémentaire, victoire! Et en plus, c'était cool. J'ai lu les tomes 16 et 17 de Yona et mon dieu, ils sont incroyables, ils sont trop bien. Yona, c'est extraordinaire. Lisez Yona, Hack, c'est mon bébé d'amour, je l'aime d'amour. Et tous les persos sont dingues, l'intrigue est folle, c'est génial. Yona, princesse de l'aube, lisez-le. C'est rangé dans la catégorie shoujo parce que sans doute c'est une meuf, le perso principal, mais on est vraiment sur de la fantaisie pure, c'est trop bien. Vraiment c'est génial, y a pas à dire. Les dessins sont sublimes. Alors attends, parce que moi je sais qu'au début je voulais pas lire Yona parce que la première couve je la trouvais très moche. Voilà, mais on va dire les choses, hein. Et vraiment les dessins. Alors attends, j'essaie de vous trouver une page qui risque pas de vous spoil, mais qu'est-ce que je peux vous trouver qui vous spoilerait pas? En soi, là c'est une double page classique, hein, y a rien de folichon. Vous voyez, les dessins sont vraiment très jolis. Et encore une fois, les persos sont tellement bien creusés.
Oh là là, qu'est-ce que je les aime. Et là, il y a des trucs qui se passent dans ces 2 tomes, t'es en mode, oh mon dieu, mais arrêtez ce suspense. Et du coup, ça faisait un moment que j'avais les 16 et 17. Et bah pareil, comme j'ai pris mon challenge de un manga par jour, j'ai pu les lire et je suis trop contente. En plus, c'est Yuki, je crois, qui me les a envoyés. C'est Yuki Senpai et elle m'a envoyé le 18 et 19, ils m'attendent là. Je les fais traîner exprès, hein, parce que c'est, oh là là, parce qu'après j'en ai plus, tu vois, donc j'échelonne. On a ensuite, alors, une saga que j'ai terminée, à nouveau, Blissful Land, qui n'a que 5 tomes. Oh, mon cœur est brisé. C'est trop mignon, Blissful Land. Vraiment, c'est adorable. On est au Tibet, au XVIIe siècle, et on suit, est-ce qu'on voit, ouais, on voit ce garçon, ce petit ado qui est là, avec cette jeune fille, qui ont un mariage prévu tous les deux. Arrangés hein, de base, mais ils ont beaucoup de tendresse l'un pour l'autre, donc ça leur convient bien. Et en fait, on est plongé dans le Tibet du 17e avec toute la vie qu'il y avait à l'époque, toute la culture de l'époque. C'est en plus, alors c'est feel good pour le coup, il y a vraiment rien enfin c'est juste du positif, tu vois. T'as des gens respectueux, doux, gentils. Le perso principal, c'est un amour. Vraiment, la Miss, alors elle, c'est la petite sœur. Elle est adorable aussi. Mais en fait, tous les persos sont adorables et on les suit jusqu'au mariage et un peu après. Mais j'aurais aimé que ça dure encore 15 tomes parce que déjà, tu découvres une culture à laquelle tu n'es pas familier. Et tu t'attaches à des personnages qui sont top. Donc c'est trop cool. Alors, les dessins, ça alterne entre vraiment des dessins qui sont superbes, genre là par exemple, vous avez une image des planches qui sont trop belles, et des fois ils ont des tronches, attends, j'essaie de te trouver, alors le moment où ils ont des tronches marrantes, moi ça me sort parfois un peu de l'histoire, voilà tu vois genre là. Et mais en vrai c'est rigolo tu vois, et ça apporte un petit côté un peu plus léger, parce que lui du coup il est médecin, et il soigne des personnes qui viennent au village, etc. Enfin, il y a toute une culture aussi autour des plantes, de la cueillette, etc. Enfin, c'est trop bien. Enfin, c'était une saga trop cool. Et je regrette qu'il n'y ait que 5 tomes. Après, je comprends en vrai, dans un sens, tant mieux, parce que au moins, ça traîne pas en longueur pour rien. Mais pour l'accès culturel que ça propose, la fenêtre sur le temps, c'était génial, vraiment. J'aurais pu lire encore 10 tomes sans me lasser. Tiens, une autre saga. Alors, elle n'est pas terminée, mais je me suis mise à jour. Les saisons d'Ogishima. Tome 2 et 3, c'est une saga qui est extraordinaire. Alors pareil, on est sur une vraie fenêtre culturelle. Je sais pas, alors attends, je vais chercher le résumé parce que je vais pas vous dire de conneries. 1867 à Nagasaki, à la veille de la révolution de Meiji. Voilà. On suit une jeune fille qui s'appelle Tamao, qui est, on va dire, une apprentie courtisane, on va dire ça comme ça, qui n'a que 12 ans, je crois, donc elle n'est pas encore femme, entre guillemets, pour l'époque. Et en fait, alors c'est pareil, les dessins sont sublimes. Et en fait, là, pour le coup, c'est pareil, on a une vraie fenêtre sur une autre époque, d'autres mœurs. C'est hyper intéressant. On a des chapitres, enfin des fins de chapitres avec des descriptions de détails de l'époque. Alors on a aussi ça d'ailleurs dans Blissful Land, mais à la fin des tomes. Là, ça pousse le détail un peu plus loin. Attendez, je vais vous chercher un extrait de ce que je veux dire. Voilà. Par exemple, hop. Vous avez à la fin des chapitres des pages comme ça, avec des détails supplémentaires sur la culture. Donc par exemple là c'est sur la nourriture, qu'est-ce qu'ils mangeaient à telle occasion, vous avez la décoration pour telle fête, vous avez la boîte à secrets, donc comment Noël est arrivé, parce que c'est un mélange de culture du coup, parce que Nagasaki à cette époque-là, il y avait l'influence occidentale qui commençait à être bien présente, et il y avait un vrai problème de religion, il y avait de vrais conflit à ce sujet-là, et vous avez donc la fête de Noël, comment c'était là-bas, parce que du coup tout le monde ne fêtait pas Noël, vu que de base c'est pas la culture. Là vous avez les armes à feu, comment fonctionnaient les armes à feu des mecs, enfin voilà, c'est vraiment... J'ai un gros faible pour les mangas historiques comme ça, je trouve ça passionnant, surtout que les personnages sont très attachants. Manga beaucoup plus réaliste pour le coup que Blissful Land qui est beaucoup plus mignon. Là on se prend quand même des trucs dans la tronche. Hein. Mon dieu, si je parle autant pour tous les mangas, on n'est pas rendu... Non mais ça va aller plus vite. Là il y a moins à dire. Tome 3 de Neon Genesis Evangelion. Ça prend un peu plus d'ampleur, j'aime bien, surtout que là c'est quand même des gros tomes. On est vraiment sur de la SF pure. Les persos deviennent de plus en plus attachants, j'ai hâte de voir la suite. Ouais mais lui ça va vite. J'avais dit, il y en a qui vont vite. Hein. Full Metal Alchemist, j'ai lu... Alchemist, je sais pas comment on dit. J'ai lu le tome 2. Je suis toujours pas conquise à 500%. On est vraiment sur des personnages que je trouve assez réduits pour le moment en termes de caractère et de profondeur. Mais ça commence à mettre en place quelque chose. En même temps, c'est normal, c'est qu'un tome 2. Hein. Donc, je suis intriguée. Et j'ai le tome 3 qui m'attend, donc je suis très contente. Je vais pouvoir en voir plus. Et celui-ci, il m'a été offert par Christeliane. Ah, je l'ai pas dit pour Blissful Land, mais c'était Priya qui me les avait offerts. Une autre saga que j'ai beaucoup avancé, d'ailleurs je suis à jour dans ma palle à ce sujet, Liselott. J'ai lu le tome 2, le tome 3 et le tome 4.
J'ai regardé, alors par contre, vous allez pouvoir me dire, j'ai regardé sur Livre Addict, il me manque le tome 5. D'accord, donc Liselotte, ça m'a été offert par Scarlett. Mais en fait, la saga, elle a arrêté d'être publiée. Parce que clairement, ça peut pas être fini en tome 5, c'est impossible. Genre, on est vraiment sur un univers qui est hyper riche et tout. J'ai du mal à croire que ce soit fini en 5 tomes, c'est impossible même. Donc dites-moi ce qu'il en est pour Liselotte, j'aurais un peu le seum que la série ait été interrompue, parce que c'est vraiment cool, c'est la créatrice de Fruits Basket, et autant le début s'annonçait assez niais, autant il se passe plein de trucs, il y a des sorcières en plus, et j'aime beaucoup les relations du perso principal, de la Fifi, avec tout son entourage, je la trouve hyper mimes, et de plus en plus affirmée, ça fait du bien, donc voilà, c'était très sympa, voilà, et elle, je l'aime beaucoup, les deux là, je les aime beaucoup, voilà, et puis lui c'est... Oh, j'ai trop le seum d'ailleurs. Je crois que c'est la fin. Attends, c'est à la fin de quel tome où il se passe la catastrophe là? Ah bah c'est à la fin du 2. Mais ce seum! Mais ce seum! Oh là là, j'ai enchaîné le 2 et le 3 direct, je vous le dis. Hein. Toujours à propos de saga que j'ai continué, 4 et 5 de Naruto. Je suis à jour dans ma palle de Naruto, je suis très contente aussi. Tu vois, en vrai, j'ai mis à jour plein de sagas qui traînaient depuis grave longtemps. Alors, Naruto... Il faut que je vous dise un truc. Quand j'ai lu le tome 4, j'étais en mode, franchement, c'est pas pour moi. Je m'ennuie, les persos m'énervent, je suis pas dedans, je traîne, tu vois. Bon, tant pis, c'est pas pour moi. Tu sais, je trouve que c'était poussif, tu vois. J'ai lu le tome 5, j'ai adoré. Ça va de faire des cliffhangers comme ça, genre... Non, mais en fait, le manga commence vraiment là. Les 4 premiers tomes, c'est vraiment une grosse intro, alors que moi, je pensais que ça avait commencé, du coup. Mais non, c'est là où le premier vrai truc qui se passe, tu vois. Et ça donne grave envie de voir la suite. Voilà, donc... Après Naruto c'est une grosse saga donc on verra, c'est peut-être bon, déjà je suis à jour dans ma palle, c'est ce qui compte, mais le tome 5 très cool, donc si vous commencez Naruto, allez au moins jusqu'au tome 5, voilà, faites comme moi du coup. J'ai lu le tome 8 de Vanitas, et pareil, je suis du coup à jour dans ma palle de Vanitas, j'adore cette saga, elle est incroyable. D'ailleurs j'ai reçu Pandora Hearts, la suite de Pandora Hearts, il faut que du coup je relise, je pense, les premiers tomes parce que je n'ai plus de souvenirs. En fait, c'est le même auteur, c'est pour ça que je fais le lien. L'auteur, c'est qui? C'est Jun Mochizuki. Il est brillant, mais il fout des tonnes de rêves dans ses mangas, et franchement, si tu les enchaînes pas un minimum, je pense que tu te perds vite. Genre là, j'avais lu le 7 longtemps après le 6, et j'étais larguée de ouf, hein. Enfin... Au début, j'étais en mode, attends, c'est qui déjà? Et en fait, ça m'est revenu très vite en reprenant la lecture. Mais là, du coup, le 8, je l'ai enchaîné très vite, donc c'était très cool. C'est toujours aussi bien, j'adore Vanitas, c'est vraiment trop cool. Il me faut la suite. Et enfin, la saga où j'ai le plus avancé, en même temps, c'est là où j'en ai le plus à lire, One Piece. J'ai lu du tome 24 au tome 28. Là, je suis pas emballée pour le moment. En même temps, les phases de... Alors, c'est pas vraiment une phase de transition, en vrai. Là, ils sont sur l'île dans le ciel, là. Et déjà, j'aime pas quand les persos ils sont séparés, quand ils sont pas tous ensemble, ça me tend. Et j'avoue que je suis pas plus conquise que ça par les gars. Mais là, va bientôt y avoir le gros fight, je pense, donc ça va peut-être me mettre un intérêt supplémentaire. Pour le moment, c'est pas ce que je préfère. Voilà, je préférais beaucoup l'arc précédent dans le désert avec la poupette super princesse là que j'aimais trop. Pour le moment, voilà, il y a pas vraiment de nouveaux persos auxquels je me suis attachée. Mais j'ai l'impression que c'est quand même en train de se mettre en place, donc à voir. Mais du coup, ce mois-ci, j'ai bien avancé dans One Piece, je suis contente, 5 tomes en plus, c'est 5 tomes en plus. Ça, c'était pour les sagas que j'ai donc continué ou terminé, parce qu'il y en a quand même, mais j'en ai également commencé des nouvelles, ou alors lu des one-shots. J'essaie de pas commencer trop de nouvelles sagas tant que j'ai autant de sagas en cours, à part One Piece bien sûr, mais j'essaie de faire dans l'ordre, tu vois, de d'abord terminer mes sagas en cours que j'ai dans ma palle avant d'attaquer les nouvelles. Mais je fais quand même des petites exceptions. J'ai lu Innocent Rouge. C'est incroyable, j'adore cette... En fait, c'est une saga... alors, c'est une suite, hein. Faut d'abord lire Innocent tout court, qui parle du bourreau de la Révolution française. Voilà, donc qui bosse à la base pour Louis XVI. Et en fait, le dessinateur, voilà. Le dessinateur est absolument incroyable. Et Innocent Rouge, ça parle de la sœur du bourreau. On change de personnage principal. Et vraiment, regardez. Alors par contre, c'est gore, hein. C'est gore, c'est trash. Oh, c'est pas si trash que ça. Vous m'avez fait lire des trucs bien pires. Mais il y a quand même, voilà, une certaine maturité, tu vois, dans le dessin et dans la plume, on va dire. C'était trop bien. Voilà, je veux lire la suite. En même temps, c'était sûr, voilà. En plus, je le fais traîner depuis que je l'ai reçu parce que je sais que dès que je savais dès que j'allais le lire, j'aurais envie de lire la suite. C'était trop bien. Innocent, c'est... Si vous aimez les mangas historiques et surtout avec enfin, le style du mec, quoi. Alors, manga historique, pas vraiment, en vrai. Enfin,
Il y a des refs historiques, mais on n'est pas sur les saisons d'Ogishima, tu vois. Il y a des inspirations historiques, plutôt. Mais si vous aimez l'ambiance, Révolution française, Louis XVI, tout ça, ça peut vous plaire, fortement. Par contre, voilà, encore une fois, voilà, tu vois, il y a du sang, c'est gore, bon, je suis un bourreau, quoi, hein. Donc, voilà. Mais j'adore. En plus, il fait trop bien les cheveux. Regarde comme c'est beau. Mais je pourrais passer 1000 ans à regarder les dessins. Je les trouve sublissimes. Bref, innocent. Et d'ailleurs, l'auteur a créé un manga sur Dracula que j'ai mis en Wish, qui est sorti là en janvier de cette année. Il a l'air incroyable, les gars. Il a l'air incroyable. Enfin, c'est pas vraiment Dracula, c'est inspiré d'eux. J'ai lu le tome 1 de L'amour est dans le thé que Glénat m'avait envoyé. D'ailleurs, j'ai pas précisé quand ça venait de Glénat ou de maison d'édition, mais quand j'ai pas précisé, c'est que voilà. Ou de moi d'ailleurs. Lui, c'est Glénat qui me l'a envoyé. Alors, c'est mignon, mais... Alors, on est sur une meuf qui est suivie par un gars, par son ex toxique, et qui arrive pas à s'en dépêtrer. Elle retourne chez son frère, qui a une plantation de thé, et son frère est très occupé dans une cabane au fond du jardin, et c'est ce mec qui tient la plantation avec une petite fille qui est là, qui est sa nièce, du coup, enfin, qui est la fille de son frère. Et alors là, dit comme ça, c'est fort tentant, mais en fait, dans la pratique, je la trouve un peu bête. L'amie s'arrête pas d'être larguée tout le temps, tu vois, elle fait tout le temps des têtes comme ça. Et alors, autant quand il y a des têtes comme ça de temps en temps, bon, c'est rigolo, autant quand c'est toutes les 2 pages, tu vois, genre, voilà, elle est tout le temps un peu con-con, elle a des réactions qui sont pas logiques, enfin voilà, je suis pas emballée pour le moment. Maintenant, c'est un tome 1. Cela dit, les thématiques abordées sont intéressantes et les persos ont l'air d'être attachants. Maintenant, c'est pareil, le synopsis me plaît pas trop. Enfin, ce qui se passe à la fin du tome 1, je suis en mode, les gars, vraiment, c'est pas smart comme idée, tu vois. Donc voilà, je suis pas conquise, mais je pense que les amateurs de shoujo peuvent y trouver leur compte. De mon côté, c'est trop shoujo pour moi. Un one-shot qui est incroyable, My Broken Mariko. On est sur une jeune femme qui perd sa meilleure amie, qui se fait battre en fait par son père, et ben elle se fait battre la fois de trop, on va dire, et on suit du coup l'héroïne qui récupère l'urne de son amie et essaie de faire son deuil. C'est une lecture qui est évidemment pas facile, vous vous en doutez vu la thématique, mais en plus de ça, qui n'est pas manichéenne. Elle pose plein de questions. On a l'héroïne qui se pose des questions, qui s'en veut, mais qui en veut aussi à sa meilleure amie. On voit que la meilleure amie a des comportements qui sont pas forcément sains à plein de moments vis-à-vis d'elle. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que le manga, il est pas en mode on vous vend 2 héroïnes parfaites. Non, on vend 2 humaines. 2 humaines qui ont dû vivre des situations qui étaient pas normales, qui étaient graves, et on les aime d'autant plus pour ça. C'est un putain de bon manga, c'est une histoire incroyable, enfin incroyable, malheureusement croyable, mais très forte en termes d'émotion et en termes d'humanité. J'ai beaucoup aimé suivre la jeune femme et sa meilleure amie du coup à travers elle. Les dessins m'ont pas conquise tout le temps, genre là par exemple, vous voyez, vous avez un exemple, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... voilà, en fait t'as des planches qui me plaisent beaucoup, genre elle, et t'en as comme celles que j'ai montrées avant qui m'ont moins emballé. C'est assez inégal de ce niveau-là, je trouve. Tu vois, genre là par exemple, j'aime pas trop moi de mon côté, mais je pense que c'est juste moi, hein. C'était une lecture très forte que je recommande, mais attention, blindez-vous un petit peu avant de le lire quand même. Maintenant le message est bon et important, donc je conseille. Et enfin, dernière découverte et pas des moindres, vous allez voir que j'ai carburé, Freerun. J'ai lu les 3 premiers tomes que Titi m'a offert. J'avais dit que c'était Wattel pendant le book haul, mais non, c'était Titi. J'ai confondu parce qu'ils m'ont offert tous les 2 des mangas. Donc j'avais tout réuni et voilà. Donc Freerun tome 1, tome 2 et tome 3. J'ai enchaîné les 3 tomes en 3 jours, en presque. Le tome 3, j'ai attendu 2-3 jours avant de le lire pour savourer un peu, mais j'ai pas pu attendre davantage. J'adore, c'est génial. Alors en fait, de mon côté, j'ai fait une bêtise. J'ai lu le résumé avant de lire le tome 1. Et je pense que c'est un tort. Je pense que c'est beaucoup mieux de lire le tome 1 sans vous attendre à... sans vous attendre à ce qui est dit dans le résumé. C'est, à mon avis, beaucoup plus fort. Donc ce que je peux vous dire, comme ça, en restant le plus large possible, on suit cette petite elfe qui est vieille pour une elfe, voilà, qui fait une grosse aventure avec un groupe et on suit son après l'aventure. Voilà. Alors, je comprends que ça plaise pas à tout le monde, j'ai vu qu'il y avait des critiques un petit peu là-dessus, comme quoi c'était lent, oui, mais le but c'est pas, en fait, ne lisez pas en vous attendant à un ouvrage de fantasy. Enfin, si, mais genre un truc de Seigneur des Anneaux, tu vois, enfin, il y a une vibe, mais c'est plus l'après Seigneur des Anneaux. Ça serait un peu genre après le retour du roi, que deviennent Aragorn, Legolas, tu vois, c'est un peu ça.
Donc, il faut pas le lire en vous disant « Ok, ça va être hyper intense et il va y avoir plein de bastons. » Ça viendra peut-être après. Et il y en a d'ailleurs dans le tome 3, il y a une baston de bâtard. Mais c'est pas, je pense, la thématique essentielle de l'œuvre en général. Donc de mon côté, ça a été une très très belle découverte. On est vraiment dans de la poésie, dans de la douceur, dans de la tendresse, avec des personnages qui ont un gros cœur. Et lui, il m'a trop touché là. Hein. Oh là là, le boubou là, oh là là, oh et Frieren, oh là là. Puis le super stylé là qu'on rencontre, je crois c'est à la fin du tome 2, celui qui a peur de battre un dragon là. Qu'est-ce qu'il est mignon lui aussi, enfin voilà. J'ai été très touchée par les personnages et je trouve le dessin très joli. D'ailleurs, je vous ai pas montré les dessins. Je vais vous... Après, en même temps, Ki-hoon, voilà. Voilà, pour vous donner une idée, hein. Ki-hoon, ils font des trucs magnifiques à chaque fois. Hein. On est habitué à avoir des dessins vraiment soignés enfin voilà, c'est vraiment égal, tu vois, pour le coup, j'aime beaucoup. Mais voilà, on est sur des récits qui sont plutôt lents, avec beaucoup de belles émotions. C'est assez paisible, en fait, à lire, tu vois. Alors, c'est paradoxal parce que t'as aussi de la baston, hein. Mais moi, quand je les ai lus, j'ai respiré. Voilà donc les 3 premiers tomes de Frieren, aussitôt reçus, aussitôt lus, et regardez, il y a Poupette sur le devant. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne, ma chérie Doute. Et voilà pour les mangas, on est déjà à 40 minutes, Seigneur Dieu. Alors moins. Je me suis arrêtée pour boire et j'ai dû aller engueuler Merlin qui avait fait tomber les fleurs. Donc moins. Mais il reste les romans et je crois qu'on n'est pas prêt. On attaque les romans, il y en a 9, hein. Ah voilà. Après, j'ai pas besoin de beaucoup parler pour les 9, mais il y en a 9, donc vous êtes prêts? Allons-y. On commence par mon succès du mois de février, et autant vous le dire d'ailleurs, en termes de découverte littéraire, de romans, février, ça a été un peu une piquette. Hein. Enfin disons, en fait, pour les avoir tous sous les yeux, il y a eu une énorme déception, et beaucoup de ventre mou en fait. Et quelques lectures sympathiques, mais pas transcendantes non plus. Ça, c'est the top of the pop de mon mois de février. Voilà, j'aurais peut-être dû le garder pour plus tard du coup, mais Nevernight, tome 1. Je l'ai trouvé génial. On est sur vraiment de la fantasy badass adulte. Je rappelle que Nevernight, enfin J. Christophe de manière générale, c'est de l'adulte. Donc vous avez des morts, du sang, des traumatismes et du sexe. Voilà, donc vraiment, si vous êtes petit et que vous êtes innocent ou que vous ne voulez pas lire des trucs un petit peu hardos, ne lisez pas J. Christophe. Ah voilà, laissez-le pour les vieux. Ah voilà, nous quoi. C'est un tome 1, donc c'est une trilogie, j'ai les 2 autres qui m'attendent et j'ai hâte de continuer. C'est trop bien. Alors on suit, comment elle s'appelle? Mia. On suit Mia, qui se retrouve à devenir apprentie pour devenir, on va dire, une sorte de big assassin. Donc elle va être dans une école d'assassins. Enfin, c'est pas vraiment une école, mais c'est une sorte d'école. Ça c'est vraiment le synopsis qui est dans le résumé, voilà, le truc bateau. Hein. Pourquoi c'est vraiment bien? Pourquoi c'est vraiment bien? Déjà, la plume est très bonne. J'ai beaucoup aimé la plume. Alors, il y a pas mal de notes en bas de page. Comme ici, bon là elle est particulièrement énorme, hein. Des fois vous avez des notes qui sont beaucoup plus, voilà, là des fois vous avez des notes qui sont beaucoup plus petites, hein. Les notes en bas de page participent énormément au récit, moi de mon côté ça m'a fait craquer, j'adore parce que il y a pas mal de vannes, il y a pas mal de pics, il y a pas mal de petits piments en plus, tu vois, j'adore ça, et même des infos supplémentaires sur le monde en lui-même, comment ça marche, etc. Donc ça m'a beaucoup plu. La plume est donc belle, immersive. J'ai trouvé les persos très cohérents. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils font, mais c'est pas ce qu'on me demande en tant que lectrice. Par contre, ils existent vraiment. Mia, il y a des moments où elle m'a gonflé, mais je l'ai comprise de A à Z. Elle a pas fait des trucs qui pour moi n'étaient pas cohérents avec son caractère. Les persos autour d'elle étaient top, et c'est du mérite parce que putain, il y en a pas mal. Je me suis vraiment attachée à plusieurs personnages. Il y a un moment vers la fin, j'ai pété mon câble. Alors, ce qu'on pourrait reprocher au tome 1, c'est que la fin est peut-être un peu rushée. On va dire, le dénouement final est peut-être un petit peu trop rapide pour amorcer la fin du tome 2, on va dire, ce qui va succéder. Ok, mais ça m'a pas gêné non plus. Et le livre en lui-même prend son temps. Bah, ça se voit vu la taille qu'il fait. Hein. Les persos, voilà, sont vraiment bien développés. C'est vraiment pour moi le point fort du roman. Et j'ai hâte de lire la suite. J'ai vraiment hâte. J. Christophe sait écrire. Voilà, il sait écrire et il sait faire de bons personnages. J'ai trouvé que c'était vraiment complet. Donc ça, c'est mon big up du mois de février. Et après, bah, il y a le reste. Ah là là, Sing Me Forgotten. Oh, c'était pas catastrophique, hein. Mais c'était pas bon non plus. Mais c'était pas catastrophique.
mais c'était pas bon. On est sur une réécriture du Fantôme de l'Opéra. Alors réécriture assez large quand même, mais qui reprend quand même l'idée essentielle. On a une jeune femme qui vit sous l'opéra et qui est utilisée... Ah oui, non, c'est vraiment réécriture au sens large, qui est utilisée par un mec qui veille sur elle. Un peu Quasimodo Frollo, tu vois. Mais la différence essentielle, c'est que là, Quasimodo, ça serait un connard. En gros, comment elle s'appelle, poupette Isda. Isda est... Alors, elle est dépeinte comme une anti-héroïne. En fait, il faut voir que si c'est une réécriture du Fantôme de l'Opéra, le personnage du fantôme, c'est un psychopathe. Donc, forcément, l'héroïne, là, ne peut pas être sympathique. Sauf que le personnage du fantôme, il a été relativement romantisé dans les adaptations filmiques, etc. Si tu veux partir sur l'écriture d'un personnage méchant, il faut le faire carrément. Parce que là, le problème, c'est que t'es dans une ambivalence, ce qui fait que l'héroïne, elle est pas sympathique, elle est même antipathique. Il y a plein de moments où j'avais envie de la tarter. Il se passe des choses graves, tu vois, mais le roman va pas au fond des choses et la fait quand même passer pour une gentille. Bah non. En fait, à partir du moment où tu fais certaines actions, t'es une antagoniste. Tu peux pas être le gentil du... C'est pas possible. Tu peux pas demander à ton lecteur d'aimer ton personnage et de le valider en mode ouais c'est mon pote et tout si ce personnage fait des dingueries. Enfin pour moi c'est pas possible, tu vois. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un manque de cohérence par rapport à ça. Je pense que l'autrice a pas osé aller aussi loin, ou alors ou elle a pas osé ou on l'a empêché de le faire. Mais elle est pas allée aussi loin qu'elle aurait dû aller. On est sur un personnage qui est trop dans le milieu et du coup bah pour moi ça marche pas. C'est une mi-molle. C'est pas une catastrophe hein. C'est pas une catastrophe mais c'est une mi-molle. C'est pas Après je crois que c'est son premier roman. Elle a écrit après A Forgery of Roses qui est beaucoup plus abouti en termes de construction de personnages. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que là à ce moment-là elle tâtonnait encore et il y a déjà beaucoup de mérite d'essayer de créer quelque chose d'original, hein, on s'en rappelle, c'est pas si fréquent que ça. On va en parler après. On va bien en parler après. Mais du coup, elle a du mérite quand même. Voilà, on n'est pas sur une piquette. Je crois que j'ai mis 13 ou 14 sur Livre Addict. Enfin voilà, c'est loin d'être une bouse, hein. Mais il y a des soucis de cohérence à mes yeux entre ce qu'on ressent en tant que lecteur et ce que je pense l'autrice aurait aimé qu'on ressente. Voilà, c'est un petit coinçage pour moi. Je rajoute que les passages romantiques m'ont fait souffler très fort. Il y a des moments où elle chante du coup, hein, parce que c'est l'opéra, machin, elle chante avec un gars, et vraiment les passages en mode nos voix se rejoignent et on touche le ciel, je vois des étoiles, et oh ta gueule. Ah non, ça vraiment, c'est pas pour moi, tu vois. J'avais lu quelques passages en stream d'ailleurs, parce que c'était en Read With Me, et on avait bien rigolé. Donc voilà, c'est pas... Les passages lyriques, heureusement, sont peu nombreux, mais sont too much à mes yeux, et c'est un peu trop simplissounet pour que ça me convainque. Maintenant, voilà, on n'est pas sur une catastrophe. Je peux pas dire que je vous le recommande pas, mais j'irai pas jusqu'à vous le recommander non plus. Passons sur une petite lecture agréable également, qui casse pas trois patins un caneton, mais qui est cool. Félicratie de H. Lenoir. C'est très perché, hein. En fait, ce qui est très cool, pour le coup, c'est très cool parce que on est sur un récit SF totalement barré. On est sur Yacine, 16 ans. Bah, je vous lis le résumé, d'accord, ça va être clair. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans, et mon boulot c'est animal domestique pour extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné ces couillons. Ils ont envahi la Terre. Et comme leur seul point faible c'est les poils de chat, bah croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Ça c'est le résumé. Voilà. Ça vous donne peut-être une idée de l'ambiance du roman. C'est très drôle et en même temps c'est dramatique. Là-dessus l'auteur a hyper bien géré parce qu'il y a vraiment des moments où tu te tapes des barres de dingue et en même temps des moments où t'es à fond dans l'action en mode merde mais ils vont crever en fait, tu vois, c'est la merde. Et bravo pour ça parce que c'est pas si simple de doser comme ça les émotions, donc big up H. Lenoir. Maintenant, ça n'a pas été une lecture qui m'a transportée. Voilà, j'ai passé un bon moment, c'était une lecture sympathique, avec des persos qui sont attachants, j'ai rigolé, j'ai été inquiète, c'était un bon roman, mais pas un coup de cœur de la muerte. Si vous voulez une lecture légère, qui vous fasse penser à autre chose, ça c'est top. Ça c'est top, voilà. Voilà, on n'est pas sur quelque chose d'angoissant, on est sur un truc qui fait que le cerveau se met un peu en off et on profite du moment, c'est bien aussi. Donc voilà, pas un coup de cœur, mais un bon moment. Qu'est-ce que je prends après? Tiens, on va prendre une autre mimole. Une promesse de givre de Marine Sivan. C'était bien. C'était bien. On suit un frère et une sœur qui sont dans la taïga, je crois que ça s'appelle. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un roman à lire quand il fait froid, hein, parce que t'es dans la neige, jusqu'au cou. Tu suis une tribu de nomades, en fait, qui se fait attaquer et qui se retrouve séparée. Et donc tu suis le frère et la sœur qui sont à deux endroits différents. Et c'est hyper immersif, c'est très bien rendu de ce côté-là. T'es vraiment emporté, t'es vraiment avec eux. Les caractères sont attachants.
pas aussi spontanément qu'on pourrait l'avoir dans d'autres romans, mais ça a marché, vraiment, pour moi, ça a marché, j'étais dedans. Il m'a fallu un peu de temps, hein. Au début, c'était un peu poussif, après, j'étais dedans. Pourquoi c'est pas un coup de cœur non plus, ou pourquoi c'est pas un truc que j'adore? Bah, c'est juste les caractères des personnages, en fait, que j'ai trouvé plutôt froids. Lol. Mais j'ai pas développé d'attache, et surtout le roman m'a pas apporté quelque chose spécifiquement. C'était un bon moment, voilà, encore une fois, bah c'est un petit peu comme Félicratie. C'était un bon moment qui m'a fait voyager, qui m'a emporté dans un autre lieu, n'est-ce pas, et un autre temps, et c'était cool. Mais j'ai pas eu, tu vois, genre j'étais pas folle d'inquiétude pour les personnages quand il leur arrivait des trucs. J'étais comme devant une bonne série, mais où je suis pas en train de jouer ma vie, quoi. Donc c'était un bon moment, agréable. C'est assez dur à lire quand même, hein, parce que bah t'as de l'esclavage, t'as des persos qui meurent, t'as une guerre en fait, hein, donc c'est des enjeux, t'as vraiment des enjeux de survie. C'est intéressant, mais voilà, je le mets dans une catégorie, c'était chouette. Voilà, c'était pas ouf, mais c'était chouette. Nevernight, il était ouf, lui, il était chouette. Genre, moi, mes catégories. Tiens, bah voilà, on va parler de Piquette, d'accord? Allez, ma grosse déception, sa mère, où j'ai les boules, le sang et la cendre. Alors là, il va falloir que je me réfrène, parce que si je me lance, je peux tenir 20 minutes sur ce livre, d'accord? On va essayer d'être... Bon, très bien. Je commence ce livre. J'adore ce livre. J'adore ce livre. Il fait combien de pages? Il fait 700 pages 800 pages 700 pages, on va dire un petit 700 pages, 650 pages, on va dire 650. Jusqu'à, allez, la page 400, j'adore ce livre. J'adore, je suis à fond dedans. Ça reprend quelques stéréotypes de young adult, etc. Genre la construction de l'univers, même le caractère un petit peu de l'héroïne, le mec love interest où on devine qui va être le love interest, on devine aussi qu'il y a des bails cachés, machin. Il y a des trucs que j'ai vu venir au début, ça m'a absolument pas gêné parce que la plume est cool, les persos sont bien construits, l'univers est bien fait, il y a des persos qui meurent, donc t'es vraiment en plus dedans en mode merde, ça se trouve lui il va crever, enfin t'as une certaine hype, vraiment, j'étais à fond dedans. Quand j'étais aux 2/3 du roman, on va dire à la moitié du roman, j'étais en mode, ok, ça va peut-être pas être un 20 sur 20 parce que il y a certaines facilités, mais le plaisir que j'ai là à la lecture, my god, c'est bien, tu vois, ça faisait longtemps que j'avais pas été emportée comme ça par un récit young adulte. Voire jeunesse, je dirais young adulte. Et arrive le dernier quart. Et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire, tout ce que j'ai kiffé, l'autrice, elle se dit « Oh, bah pourquoi continuer à faire un truc bien? Écrivons un truc cliché déjà vu 500 fois avec des persos stéréotypés. » Voilà. Et le dernier quart, c'est ça. J'ai pété un câble. J'étais comme ça. J'étais bien. Mais quoi? Mais pourquoi? J'ai pété un câble. C'est insupportable. Je n'ai jamais vécu ça. J'ai vécu ça avec des malédictions de tome 2. Ça, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez, hein, les malédictions de tome 2, hein, j'en ai bouffé, hein. Mais alors, dans le même livre, alors ça, c'est de l'inédit. Même le sexe. T'as 3-4 scènes de sexe, je dirais. Les 2-3 premières scènes sont génialement écrites. Alors, non, je pousse. C'est très bien écrit. On sent que c'est une meuf qui a écrit, qui a déjà kiffé. Ça met l'importance du plaisir féminin en avant, de la masturbation également. C'est putain de cohérent, tu vois. T'as un mec qui veut faire plaisir à la meuf qu'il aime, et c'est cool à lire. Vraiment, c'est bien écrit, c'est réaliste, c'est bien, tu vois. C'est du bon cul. Et putain, la dernière scène, ceux qui l'ont lu, on est d'accord, la neige, non mais je situe, what the fuck? En fait, vraiment, je m'énerve. Non mais, t'as 3 scènes de sexe hyper cool, tu vois. Pas forcément light, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut forcément que ce soit du slow sex, machin, tu vois. Non. Mais bien écrite, où en tant que femme, on se reconnaît, tu vois, avec une importance accordée au consentement, au plaisir. Et la dernière, c'est tout le cliché que t'as déjà lu dans des scènes de cul young adulte, c'est la dernière. C'est abusé. Et il y a pas que ça. Le perso principal devient bête. J'ai pas compris. Tout au long du livre, il y a une cohérence, il y a des thématiques importantes, il y a des messages forts. Le dernier quart du livre, elle passe son temps à dire est-ce que je lui fais confiance? Non, vaut mieux pas. Mais vaut mieux que je lui fasse confiance. Non, vaut mieux pas. Sans déconner, insupportable. Et c'est tellement pas elle. Et le mec, donc le love interest, tout au long du livre, il est respectueux. Il est froid, distant, machin, classique, tu vois. Mais il est bien, c'est un mec bien.
C'est un mec bien qui écoute sa volonté, qui respecte sa volonté, qui écoute ce qu'elle veut dire, qui écoute ce qu'elle veut. Il la laisse faire ce qu'elle veut, tu vois. Genre, c'est pas le genre de gars qui emprisonne la meuf en mode non, t'es à moi, je t'aime, je te protège. Non, non, non. Ah, il y a de ça, parce qu'il l'aime, parce qu'il tient à elle et qu'il veut la protéger, mais il la laisse faire ses choix, tu vois. Le dernier quart, je le tiens comme ça, là. Quelle blague. La dernière phrase, attends, je peux pas vous la lire parce que ça vous spoil sale. Est-ce que c'est vraiment la dernière? Ou est-ce que c'est l'avant-dernière, mais... Attends, ça c'est les remerciements. Oui, ben ne remercie pas trop vite. Voilà, la dernière phrase du roman. Véridique, la dernière phrase du roman. Elle pue la merde. Elle pue la... Ah, mais je suis remontée, là, comme un coucou mécanique. Ça me rend ouf. La dernière phrase. T'as vu quelque chose de plus intrusif? Quelque chose de plus... À quel moment il aurait fait ça? Jamais de la vie. Moi, j'ai une théorie, hein. Elle a pas écrit la fin. C'est quelqu'un d'autre, elle a eu la flemme, elle a fait tout, elle a fait vas-y, t'as vu comment je suis lancée, vas-y, continue pour moi. C'est pas possible. Tu peux pas faire 2/3, 3/4 d'un roman avec et finir comme ça. C'est pas possible. Donc moi, du coup, j'ai mis 10 sur Livre Addict, hein, parce que les 3 premiers quarts m'ont vraiment... J'ai kiffé, bordel. Mais la fin... Ah, dégueu. Ah, je suis très mécontente. Et on m'a dit que les tomes 2 et 3 étaient dans la même lignée au niveau du sexe, au niveau de la domination masculine par rapport à la meuf. Et ça me rend dingue, en fait. Ça me rend dingue. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Tiboukin. Je vous mettrai le lien si j'y pense. Au pire, allez voir, vous tapez Tiboukin, c'est ma dernière vidéo publiée, où je parle des déceptions littéraires. Et j'essaie de voir un peu à quoi ça tient, etc. On est en plein dedans. J'ai l'impression qu'en fait, elle était sur une histoire originale, stylée. Alors, originale, avec certains trucs qu'on retrouve, j'entends, hein, mais avec des personnages qui avaient leur propre caractère, un monde qui avait sa propre histoire, quelque chose qui avait ses propres... Tu vois, sa propre histoire à elle, en fait, tu vois, son roman. Et en fait, à la fin, elle a fait... Oh non, en fait, on va faire tout ce qui a déjà été fait. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Est-ce que c'est les maisons d'édition qui poussent parce que ça marche? Mais arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, vraiment. Arrêtez, c'est débile. C'est débile et c'est dommage. C'est putain de dommage. T'as tout. Pourquoi tu fais ça? Ça me rend folle. Voilà, bon bref. Et j'ai quand même mis 10. Donc, je sais pas si je vais laisser le 10. En fait, le plaisir que j'ai eu au début... Il est à la hauteur de la colère que j'ai à la fin. Du coup, je ne sais pas quelle note mettre. Voilà. Mais je suis extrêmement déçue. Extrêmement déçue de ce roman. Et ça me dégoûte d'être déçue parce que putain, je kiffais le début, quoi. Bon, les autres devraient être moins longs. Chaque seconde est un murmure. C'était très cool. Enfin, très cool. C'était particulier. C'était très triste. Je comprends pourquoi il était dans ma palle depuis très longtemps. Hein. En fait, on est sur l'histoire d'un homme qui a un accident de voiture avec la femme qu'il aime et il survit. Donc ça, c'est vraiment le résumé. On le voit même pas. Hein. C'est l'histoire commence 2-3 ans après ça. Et en fait, il peut pas rester en place. Du coup, depuis, il fait des voyages. Il bouge partout à pied. Il campe où il peut. Il dort chez des gens, etc. Et en fait, il dort là dans une famille. Enfin, un frère. Ouais, je crois que c'est un couple marié. Parce qu'en fait, c'est un peu ambigu leur statut. Donc un couple, il dort chez un couple. Et en fait, la meuf lui dit, écoute, tu pourras repartir quand t'auras écrit dans ce cahier. Et du coup, il écrit dans ce cahier et c'est ce qu'on lit. Et autant il y a des trucs que j'ai kiffé, autant il y a des trucs, c'était pas indispensable. Et j'ai pas été honnêtement transportée en termes d'émotion. C'était intéressant, c'était joli. C'est un roman qui a le mérite d'exister, voilà, hein, pas comme, voilà. Mais ça m'a pas, il est dans les C'est chouette, voilà, il est dans le groupe C'est chouette. J'ai pas été transportée, mais c'est une lecture intéressante et qui prend au trip quand même à plein de moments. Donc c'est une belle comment dire ça, une belle écriture de la détresse humaine, je trouve. Peut-être un peu trop lyrique pour vraiment être réaliste, mais c'est bien foutu. C'est bien foutu et c'est un bon roman, donc il va dans les C'est chouette. Toujours dans les C'est chouette, mais il m'a fait passer par des bails chelous. Chaman, de Kim Stanley Robinson. Alors, on suit l'histoire d'un chaman, sans déconner, enfin d'un chaman apprenti, pour être honnête. Enfin, pour être complète plutôt, parce que honnête, je mets pas mon honnêteté en jeu dans cette affirmation. Bref, on suit, comment il s'appelle? Non, Howard. Non, Hunt, c'est dans Crescent City. Je l'ai pas encore lu le tome 3. Howard, donc, on commence le roman alors qu'il part en initiation pour être chaman. Ça veut dire, en gros, il est lâché dans la nature à poil et il doit survivre 10 jours, je crois, et après il revient à son campement. Et on le suit là. Et alors, vraiment, le tout début, j'étais à fond dedans. Parce que, forcément, t'as un mec à poil dans la nature, tu dis comment est-ce qu'il va survivre, t'apprends plein de trucs. Et franchement, si à un moment c'est la fin de la société, tu prends ça en livre à côté, je pense que tu réutilises des bails, tu survis, hein. T'apprends plein de trucs. Il y a un moment où ça m'a un peu perdu quand il commence à prendre des champignons et à être défoncé et à copuler dans la terre. Là, j'avoue que j'étais...
perdu, mais il faut passer au-dessus de ça. Voilà, passer la partie masturbation dans la terre, hein, c'est une étape comme une autre. Le livre en lui-même, il est intéressant. Il est vraiment intéressant pour plein de choses. Surtout, moi, de mon côté, il m'a apporté une sorte de souffle, de second souffle, comme dirait le personnage du roman. Il rappelle ce qui est vraiment important, en fait. Il remet en perspective la vie qu'on a aujourd'hui, mine de rien. Alors, c'est pas le but du roman, hein. Le roman, c'est vraiment, tu suis un personnage à l'époque préhistorique, hein. Donc il n'y a pas de notion moralisatrice pour aujourd'hui. Mais moi, en tant que lectrice, il m'a apporté déjà plein de petits termes de vocabulaire, genre second souffle. Tu vois, genre quand tu fais un effort physique intense, t'es au bout de ta vie, tu trouves un second souffle pour continuer. Alors ça, typiquement, ça m'a grave marqué comme image. Et il y a plein d'images comme ça dans le bouquin qui m'ont un peu nourrie et que j'ai trouvé hyper intéressantes. Et ça m'a surtout, parce que je l'ai terminé, j'avais Body Balance le soir. Body Balance, donc c'est un mélange de yoga, tai chi, etc. Et à la fin, on a 10 minutes de relax, donc un peu méditation, tout ça. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en mode, ok, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai un cercle proche, des amis, une famille qui m'aime, j'ai chaud quand je rentre chez moi, tout est là en fait. Et je trouve que ce livre, il rappelle les bases, il rappelle de quoi on a vraiment besoin dans la vie pour vivre. Et je parle pas juste de survivre, pour vivre. On n'a pas besoin de tout. Et alors, c'est obvious, on le sait tous dans les faits, tu vois, dans la théorie. Mais dans la pratique, je trouve qu'on l'oublie très vite. Et la lecture de ce roman me l'a remis en premier plan un petit peu, et ça m'a fait du bien, parce que bah, tu sais, des fois dans la vie, t'as des trucs qui te cassent les couilles, qui sont chiants, qui te pèsent un peu. Et en fait, de lire ça, de lire un mec, par exemple, qui à un moment passe une semaine à devoir courir pour échapper à des mecs qui veulent enlever sa meuf, et tu le vois qui galère, qui a une blessure à la jambe et qui avance quand même, etc. T'es en mode putain. Mais moi ça va en fait. Et il est fier, tu vois. Cette fierté qu'il a de réussir, d'avancer, de... Ah, c'est inspirant, tu vois. Le personnage, franchement... Le personnage, mais même tous, hein, mais le personnage principal surtout, parce qu'on suit surtout lui, ça apporte quelque chose. C'était particulier comme lecture. J'irai pas jusqu'à dire que je recommande à tout le monde, parce que c'est chelou quand même à des moments. Et les persos sont pas plus attachants que ça non plus. Mais je trouve que pour le bon historique et les valeurs que ça rappelle, ça fait du bien. Voilà, c'était une lecture qui était cool. Ça va dans le C'est chouette plus plus. Et il reste 2 romans, une piquette et une C'est chouette moins moins. Commençons par la piquette qui m'a fait mal au cœur, Psyché et Eros. Je l'ai exprès mis pour la Saint-Valentin, parce que je voulais lire de l'amour pour la Saint-Valentin. Moi, je voulais lire de l'amour. Et bah, tu te rends compte qu'en lisant Psyché et Eros, j'en ai pas eu? Alors, c'est pas une catastrophe. Mais c'est pas ouf, hein. En fait, j'ai eu l'impression de lire une fanfic Wattpad. Alors, je dis Wattpad, c'est pas dépréciatif envers Wattpad, c'est juste que pour moi, toutes les fanfics françaises sont là-dessus. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est ma ref. J'ai eu l'impression de lire une bonne fanfic Wattpad, où en fait, t'as plein de guests qui pop pour faire plaisir aux fans. Tu vois, genre, à un moment, tu suis Psyché. Alors déjà, c'est pas du tout la vraie histoire de Psyché et Eros, hein. Vraiment pas du tout. Rien à voir avec la réalité du mythe. Mais alors, ça me dérange pas, mais là, c'est vraiment du bullshit de A à Z un peu, hein. J'ai pas du tout aimé les modifications faites parce que je trouve qu'elles apportent rien. Genre Psyché là, c'est une guerrière badass. Psyché c'est une Xena, tu vois, voilà, elle tue un dragon, elle se bat comme une ouf, c'est une guerrière. Quoi ça sert en fait? J'en ai un peu marre qu'on mette toutes les meufs en guerrière badass. Alors c'est bien, je dis pas, mais on peut être une héroïne en étant juste une meuf. Voilà. Ce serait cool de voir ça, tu vois. De voir une meuf, juste elle existe et elle fait de son mieux. Moi, ça me plaît, tu vois. J'en ai marre des élus. J'en ai marre. Ça me court sur le haricot, les élus. Oh, surtout que là, à la base, Psyché, elle est déjà connue de base dans le mythe. Elle a eu des épreuves, elle les a surmontées. Elle les a pas surmontées avec une épée. Elle les a surmontées avec sa force de caractère. Avec ce en quoi elle croit. Putain, y a pas assez de matière pour faire un roman, bah alors on écrit pas un, putain, c'est pas possible. Ah mais ça me gonfle. Du coup, ça m'a saoulé. Le côté de, oui, du coup, l'héroïne, elle se bat, puis elle est insupportable, elle a tous les clichés de l'héroïne moderne, en mode, oui, moi j'ai besoin de personne, moi je suis indépendante, mais ta gueule, t'es pas indépendante, tu viens de te faire kidnapper par un dieu. Ferme ta bouche. Ah, ça m'énerve. J'aime pas quand ils font sous prétexte que c'est une meuf moderne, que elle doit être bête. Non, quand tu te fais kidnapper par un mec vachement plus fort ou par un gang de 20 mecs, t'ouvres pas ta bouche.
tu fermes ta gueule. Mais enfin, je sais pas. Faut arrêter de croire qu'on va survivre, on se fait buter dans ce cas-là. Si on se fait kidnapper, hein, on ferme notre mouille. Non mais les meufs, je vous le dis, au cas où, voilà, si jamais, faites pas ça, hein. Parce que si vous arrivez en mode, ouais, moi de toute façon, hein, tu me fais pas peur. Tu vas te prendre une grosse baffe dans ta gueule, tu vas avoir 2 dents cassées, et tu vas la fermer, ta gueule. Donc là, faites pas comme Psyché. Elle m'énerve. Bref. Parenthèse, non mais ça m'a un petit peu plus agacé que ce que je pensais. Je pense que j'ai pas encore digéré le sang et la cendre totalement, mais c'est pas le même problème. Et du coup, Psyché, donc voilà, donc Psyché m'a cassé les pieds. L'écriture est pauvre, honnêtement, c'est plat, voilà, c'est vraiment plat. Et il y a des guests partout. Donc en gros, c'est un peu, en fait, elle a mélangé plein de mythes, histoire de nous rajouter des trucs sympas. Donc toutes les 2 pages, t'as quelqu'un de connu qui pop. Genre à un moment, ah tiens, salut Athéna, ah tiens, Iphigénie, oh bah dis donc, est-ce que ce serait pas Achille? Ah oui, alors au début c'est drôle, au début t'es en mode, oh c'est sympathique, parce que t'étais content de voir un perso que t'aimes bien, tu vois, genre, je sais pas, d'un coup t'as Achille qui pop en guest star, oh bah sympa Achille, mais quand c'est toutes les 2 pages, bah t'en as plus rien à foutre, tu vois, c'est un peu comme manger ta pâtisserie préférée, t'es content quand c'est une fois par semaine même. Déjà 1 fois par semaine, au bout d'un moment, je pense qu'on aura le cul. Mais 1 fois toutes les 2 semaines, 3 semaines, 1 fois de temps en temps. Si tous les jours on te sort ton éclair au chocolat favori, au bout d'un moment, l'éclair, tu peux plus voir sa gueule. Là, c'est pareil. Au début, c'est sympathique. Au bout d'un moment, lâche-moi, quoi. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est pas du tout une mimole. C'est vraiment, ça m'a pas plu. Non mais c'est plat, c'est convenu, il y a plein de guest stars qui apportent rien à l'histoire, les persos sont pas attachants, l'histoire a été transformée, tu sais pas pourquoi, non, ça va pas, c'était pas bien, hein. Non, c'était pas bien en fait, voilà, ça m'a pas plu. Mais je sais qu'il a beaucoup plu à plein de gens et je comprends parce que bah c'est plaisant de voir des persos que t'aimes bien et d'avoir une meuf badass. Sauf que bah encore une fois, moi j'en ai marre, voilà. J'en ai pas marre des meufs badass, j'en ai marre des transformations en meuf badass. Parce qu'on peut être badass sans avoir à se battre à l'épée et être une putain d'élu des dieux. J'en ai marre de ça, j'en ai marre. Donc Psyché Héros, cul. Et enfin, ma dernière lecture que j'ai terminée avant-hier peut-être. Les Extraordinaires de Teji Klune. C'est pas une piquette, mais c'est pas... Ah mais je vous dis, mon février, il a été un peu maudit, hein. C'est pas dingue, hein. C'est pas dingue. Alors, je dirais que ça va, parce que je connais Teji Klune... Ah, ça dépend. En fait, ça va ou ça se trouve, ça m'a plombé. Le problème, c'est que l'histoire, elle est... Il s'est pas fait chier une seconde. Alors... C'est une ancienne publication qui a été remise d'actualité par De Saxus. De base, le roman est sorti il y a plusieurs années maintenant, et je trouve que maintenant il se casse un peu plus la tête. Là, je trouve que le roman lui-même est... En fait, tu sens que lui-même, il s'en fout. Il te dit tout. Parce que, en fait, alors déjà, il y a plusieurs trucs qui vont pas. Déjà, en termes de scénario, donc, en tant que lecteur, t'es surpris à 0 moment. Le personnage principal, il est surpris à chaque fois, et il est surtout décrit comme vraiment idiot. Mais à tel point que c'est même plus attachant en fait. Il est juste bête. Il y a juste vraiment tous les persos du monde comprennent ce qui se passe sauf lui. Et il y a un autre problème par rapport à ça, c'est que c'est Nick, je crois, Nick, le perso principal. Il est décrit comme ayant un TDAH et donc des difficultés de concentration, etc. Sauf que le problème qui est fait, c'est que Nick, il est vachement catégorisé avec son TDAH. Il est vachement décrit par ça, tant par lui que par ses potes, que par son père, etc. Et le problème, c'est que je trouve qu'à la lecture, quand tu lis, quand tu connais pas, quand tu sais pas ce que c'est TDAH, quand tu sais pas ce que c'est neuroatypique, etc., tu lis, tu te dis, ah ben en fait, ils sont cons. Non, hein, pas du tout. C'est juste Nick qui est con. Mais le problème, c'est que, comme son trait de caractère principal décrit, c'est son TDAH et le fait que son cerveau part dans tous les sens, etc., et bah du coup, t'as l'impression que sa bêtise est due à ça, alors que non. Ça n'a rien à voir, évidemment. Et quand tu connais Klune, tu sais que non, parce que dans ses autres romans, il a toujours des persos un peu comme ça, et c'est son humour. Mais le problème, c'est que les gens qui connaissent pas, bah je me dis, l'amalgame, il est vite fait quand même, quoi. Et je trouve ça un peu border. J'ai ri à des moments, pas aussi souvent qu'il l'aurait fallu. Et ouais, non, j'ai pas... Tout est dit. En fait, le truc, c'est que le livre te dit des choses, Nick les comprend pas, donc toi, tu les comprends. Et t'as le reveal 100 pages plus tard. Mais du coup, toi, t'es déjà au courant. Et quand ça se passe, tu t'emmerdes. T'as juste Nick qui est en mode, ah bon? J'avais pas compris? Et tous les persos autour, bah oui, mais c'était obvious. Alors du coup, c'est drôle parce qu'ils découvrent, mais une fois, d'accord, mais tous les trucs un peu stylés sont comme ça. C'est nul, c'est plat.
Et alors t'as quand même, attention, alors j'ai l'impression de dézinguer le bouquin, c'est un peu le cas, mais t'as quand même des passages mignons. T'as quand même des passages mignons, t'as des passages touchants, ça reste du clown, il sait l'écrire. Mais t'as l'impression qu'il a écrit ce livre sans y croire en fait. En tout cas, sans se donner le moindre mal. Et c'est dommage, parce que je pense vraiment qu'avec cette intrigue et ces personnages, il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment bon. Mais il me donne vraiment l'impression d'avoir été écrit pour le fun en fait. Et c'est pas un mal, c'est pas un mal. Mais dans ce cas-là, bah il est pas prêt à être publié. Tu vois ce que je veux dire, c'est genre le petit truc que t'écris pour faire rire tes potes, tu vois, et que t'envoies un chapitre tous les soirs en déconnant, tu vois. Mais dans ce cas-là, enfin, c'est dommage, parce que ça aurait pu avoir une envergure tellement au-delà. Ouais, c'est décevant. J'ai trouvé que c'était décevant de ouf. Vraiment, les reveals, j'ai cru que j'allais les frapper, hein. Ça rendait ouf. Et puis même, le cliffhanger le plus important du bouquin, qui est donc spotted dès le moment de l'hôpital avec l'ampoule qui clignote là, j'en dis pas plus mais ceux qui l'ont lu comprendront, même ça, quelle est la morale du livre en fait? Parce qu'en gros l'histoire c'est Nick qui est fan des extraordinaires qui sont des super-héros, et lui il veut devenir un extraordinaire, il veut devenir un super-héros, et je trouve que la morale du livre est ratée, en fait, même ça c'est raté. C'est trop dommage, voilà, donc c'est pas une catastrophe, je sais plus combien j'ai mis, 13 ou 14 aussi, parce que au final ça se lit bien, c'est agréable, il y a des moments où j'ai été touchée, je crois que j'ai noté 2 citations quand même, ce qui est extraordinairement peu, extraordinaire pour un clown, mais bon, mais ouais non, c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'il y aurait eu matière à faire quelque chose de bon et d'important même qui pourrait parler aux gens comme Clown sait le faire, et là par paresse pour moi c'est pas réussi. Maintenant, je pense que peut-être si on découvre Clown avec ça, on a moins d'attentes et donc on est moins déçu. Il y a ça aussi, c'est que j'ai lu pas mal de romans de cet auteur maintenant, donc lui c'est un ancien, et j'ai déjà lu plusieurs de ses anciens romans et je sais que c'est très inégal, hein, donc voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont adoré et je comprends, parce qu'il y a tout ce qui fait que ça peut marcher aussi. Mais de mon côté, j'ai vu pas mal de choses qui m'ont fait grincer des dents, et ça peut pas être au-delà que c'est chouette. Mais c'est un petit c'est chouette, hein. C'est un c'est chouette milieu du bas. Et j'ai fini, Seigneur, je ne sais pas. C'est sûr que ça fait plus d'une heure. C'est sûr que ça fait plus d'une heure parce que j'ai dû couper la vidéo après les mangas pour charger ma batterie. J'étais à 35 minutes de rush, là je suis à 27. Donc même s'il y a des moments où je me lève pour boire ou machin, je pense qu'on va être à plus d'une heure. J'aimerais bien qu'on soit à moins d'une heure. Du coup, je vais essayer de couper vite. N'hésitez pas à me dire, après cet update de la muerte, déjà, si vous avez survécu. Ensuite, quels sont les livres qui vous ont hypé dans ce dont j'ai parlé? Est-ce qu'il y en a que vous avez envie de découvrir ou non suite à mes retours? Et bien entendu, si vous avez déjà lu certains titres, n'hésitez pas à me partager vos propres ressentis à vous. Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous les avez pas aimés? Je comprends par exemple que Le Sang et la Cendre, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent. Je sais aussi qu'il y en a plein qui aiment pas, mais voilà, n'hésitez pas à partager vos ressentis. L'intérêt d'un update, pour moi, c'est de vraiment partager ce que moi j'ai pensé. Je suis pas en train de dire que j'ai la science infuse ou que j'ai raison ou quoi, c'est très personnel un avis sur un livre. Donc voilà, il y a aucun problème si vous avez aimé un truc que j'ai détesté, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Par contre, si vous avez détesté un truc que j'ai aimé, ça va me faire plus mal au cœur. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais 1000 bisous. Souhaitez-moi bon courage pour le montage et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Mouah, bisous à tous, je vous aime très fort.